encore une fois, hein, sur les allègements de charges, sur les exonérations d'impôts, sur les crédits d'impôts, moi je considère que ce n'est que des allègements qui sont mis en place pour éviter des destructions massives d'emplois parce que nous avons plus d'impositions que dans les autres pays. Donc, faire des évaluations là-dessus, alors qu'on a encore, malgré ces allègements, malgré ces baisses d'impôts, 157 milliards de plus de prélèvements obligatoires, et dire, vous n'avez pas réussi, dire aux entreprises, en fait, c'est ça, vous ne réussissez pas à créer plus d'emplois alors qu'on vous aide, mais de l'autre côté, on leur met 157 milliards de prélèvements obligatoires en plus. Évidemment, vous ne pourrez pas trouver une évaluation qui vous satisfera à la fin, puisque de toute façon, il faudrait encore alléger de 157 milliards pour être au niveau de la moyenne de l'Union européenne, de la zone euro, hors France. Donc on a là-dessus, je crois que se lancer dans des critères d'évaluation sur tout ce qui est du périmètre, allègement de charges, exonération d'impôts, crédit d'impôts, ne me paraît pas être la bonne piste. La bonne piste, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, à un moment, si on veut supprimer tout ça, en face, on baisse le niveau d'imposition, on baisse le niveau des cotisations sociales. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut comparer pour être intelligent? Il faut voir ce que vous avez en face des impôts. En face des impôts, vous avez un service public avec une utilité sociale. Par exemple, la sécurité sociale, le fait qu'on aille à l'hôpital, qu'on sorte sa carte vitale plutôt que sortir sa carte bleue. Bon, on a un service, quel que soit l'état des hôpitaux, et on l'a tout souvent dit qu'il fallait réinvestir massivement dans les hôpitaux. Dans d'autres pays, c'est pas pareil. Vous sortez votre carte bleue. Donc, ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est de voir ce qu'il y a en face comme utilité sociale, et puis aussi de voir, quand il n'y a pas ce service public dans les autres pays, qu'est-ce qui le remplace et à quel coût. Et qu'est-ce que révèlent les niveaux d'imposition par pays? En fait, les niveaux d'imposition, ils révèlent juste un choix que nous avons fait, comme d'autres pays d'ailleurs, qui ne sont pas parmi les pays les plus pauvres. Quand on regarde le trio de tête, il y a la Finlande, les pays nordiques. Nous avons fait le choix en fait, de couvrir une grosse partie de nos besoins. Nous avons fait le choix que ce soit l'État qui soit en charge, et donc que ce soit financé par l'impôt et par des prélèvements. C'est le cas de l'assurance chômage, c'est le cas de l'assurance maladie, c'est le cas des retraites. Si demain nous retirons les cotisations vieillesse et que nous passons toutes les retraites en privé, comme c'est le cas d'un certain nombre de pays où elles sont majoritairement privées, tout d'un coup nous avons ces taux d'imposition qui diminuent, cette part dans la dépense publique qui diminue, et nous nous retrouvons dans la très bonne moyenne des pays en termes d'impôts et de dépenses publiques. Donc c'est des choix. C'est des choix politiques, c'est des choix des populations. Est-ce que l'on veut un secteur privé qui gère la santé ou est-ce que l'on veut un secteur public? C'est ça la vraie question qu'il faut poser. Et ensuite, sur l'argent que ça coûte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais moi, ça me coûte cher, j'en ai marre de payer ». Mais si demain, on vous redonne votre salaire, elle est complètement brute, c'est-à-dire sans toutes ces charges que l'on retire, c'est à vous de choisir une assurance ou pas. Alors effectivement, quand vous gagnez 1 000 euros ou 1 500 euros, vous n'allez pas vouloir payer de cotisation, vous allez tout dépenser parce que vous allez avoir un regain de pouvoir d'achat. Mais si vous êtes malade, vous risquez de faire faillite et de finir parfois à la rue, comme c'est le cas de 2 millions d'Américains par an. Vous voyez, mais quand vous gagnez 10 000, 15 000 euros, là, vous allez vous prendre une assurance privée que vous allez payer, vous allez être protégé. Et c'est pas sûr que cette assurance privée soit moins chère que celle que l'on paye aujourd'hui de manière publique en France. Quand on regarde les États-Unis, le secteur de la santé aux États-Unis, c'est 16% du PIB. Et il est majoritairement privé et donc plus inégalitaire. Et souvent plus cher, parce que quand c'est privé, on doit aussi payer la part qui retourne aux actionnaires. Vous regardez en France, c'est public et c'est 10% du PIB. Donc ça veut dire que c'est moins cher en réalité, c'est moins important. Donc ce que veut dire ces taux de prélèvement, c'est que nous avons choisi le public pour un certain nombre d'assurances dans nos vies. Maintenant, si on veut une vraie comparaison sérieuse, moi je mettrais les pays qui ont choisi le public, qu'est-ce que ça leur coûte dans leur salaire en termes de cotisation et de charges, ceux qui n'ont pas le même système, et qu'est-ce que ça leur coûte s'ils veulent s'assurer au même niveau que nous dans le privé. Et à partir de ce moment-là, on aura une comparaison concrète parce qu'on aura la couverture sociale de nos impôts, la couverture sociale du privé, les tarifs du privé, les tarifs de nos impôts. Et puis on peut même aller plus loin, faire des comparaisons avec des niveaux de salaire différents. Et là, on verra ceux qui sont couverts et ceux qui ne sont pas couverts. Et vous verrez que vous n'aurez pas trop de surprises parce que les plus pauvres, dans les pays où il n'y a pas de couverture sociale, ne sont pas couverts. Les plus riches sont mieux couverts et ils en payent le prix. Il y a des fortes inégalités. Et il y a même souvent une espérance de vie globale beaucoup plus faible dans ces pays-là que dans le nôtre.
Donc il faut soutenir ce système que nous avons choisi et même je pense qu'il faudrait l'accompagner en y mettant encore plus d'argent parce que nous l'avons vu depuis le Covid, notre système service public n'est pas non plus en bon état. Je disais, il y a tout un narratif néolibéral en fait contre les impôts et en plus ça peut faire écho dans la population parce qu'on sait que la tranche quand on gagne entre 1800 et 2600 euros, c'est là où on va être entre guillemets le plus assommé par les impôts parce que le système est mal fait et ça on en a déjà parlé qu'il fallait le réformer, etc. Donc ça peut faire nourrir ce sentiment anti-impôt. Et donc Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et tout l'exécutif, depuis 2 quinquennats, n'arrêtent pas de dire qu'il faut baisser les impôts pour attirer les investisseurs, pour le plein emploi, etc. Donc moi, la question que je te pose, c'est est-ce qu'il y a un lien entre imposition et croissance ? Pour revenir sur ce que tu as dit, qui est particulièrement juste, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui nourrit cette défiance envers l'impôt, parce qu'on dit toujours, ce que vont nous dire les gens, c'est vous avez vu tous les impôts qu'on paye, et vous avez vu dans quel état sont les services publics, il y a un problème. Avec cette idée, il y a un problème notamment de management du service public, donc il faut y mettre plus de management, type management privé, ça va s'arranger. Bon, c'est ce qui a été fait depuis 20 ans, et on a vu le résultat. En fait, chaque fois qu'on a mis plus de management privé, on a mis des espèces de managers, des tableurs Excel, des gens, et on a créé plus de postes qui, encore une fois, coûtent très cher, et qui n'ont pas servi à grand-chose, si ce n'est optimiser toutes les utilisations pour un rendu final qui a été plutôt négatif, et tout le monde s'en est plaint, et en premier lieu, les vrais soignants. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que notre dépense publique, elle ne met pas énormément d'argent dans le service public en réalité. Et ça, on l'a dit plusieurs fois ici, c'est très stable depuis les années 70. On est à 18% du PIB, c'est en dessous d'un certain nombre de pays. Et c'est pratiquement au même niveau que des pays libéraux. Ce qui fait que nous payons beaucoup d'impôts, c'est toutes les prestations sociales, c'est-à-dire les redistributions, avec le chômage, avec les retraites, etc. Et là, il y a une ambivalence, parce que certains disent qu'on donne trop, mais puis on voyait que la majorité des Français étaient pour préserver leur système de retraite. Donc il faut être vraiment clair là-dessus. Ce que l'on finance, ce n'est pas que des services publics, c'est aussi des revenus de substitution qui ont été très utiles pendant le Covid et qui sont très utiles, par exemple, dans le système de retraite que nous avions avant, où nous avions un taux de pauvreté parmi les plus faibles au monde. Donc ce qui crée en fait cette défiance aujourd'hui envers l'impôt, c'est une mauvaise explication et puis aussi une injustice fiscale. C'est que vous avez toujours les plus riches, les grandes entreprises qui arrivent à échapper à l'impôt via des mécanismes, ce qui fait que la pression fiscale est toujours plus forte sur les classes moyennes et sur les petits que sur les gros. Et les PME aussi. Et les PME, bien sûr, sur les PME par rapport aux grosses entreprises. Si chacun payait son dû à sa hauteur de manière progressive, les charges, elles paraissent moins grosses quand vous voyez que quelqu'un qui est au-dessus de vous en paye plus. Et donc, ça crée une compétition plutôt saine. Or là, c'est l'inverse. C'est-à-dire le petit est étranglé et en face de vous, la grande multinationale arrive par des mécanismes fiscaux, jouer plein pot avec l'Europe notamment et installer ses bénéfices en Irlande et au Luxembourg. Qui par ailleurs, ça se voit sur les chiffres, parce qu'on voyait les chiffres des taux de croissance, de productivité de l'Irlande. Vous hallucinez, c'est des chiffres complètement bidonnés aujourd'hui et qui indiquent tout simplement que des sièges sociaux s'installent là-bas et déclarent leurs impôts là-bas, alors même que leur activité est partout ailleurs. Et donc, pour revenir à la question, est-ce qu'il y a un lien entre prélèvements obligatoires élevés et taux de croissance ? Pas du tout. Entre 1950 et 70, les taux d'imposition, les taux de prélèvement ont augmenté dans tous les pays. Et nous avons eu beaucoup plus de croissance qu'à partir des années 80 où ils ont diminué. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des pays, par exemple, comme la Suède, qui ont eu des meilleurs taux de croissance, meilleurs résultats que le Japon. Nous, aujourd'hui, en France, nous avons une croissance plus élevée que la moyenne de la zone euro. Mais c'est principalement dû à ça également. L'Allemagne a un taux de croissance est en récession. Et c'est également dû au fait qu'ils n'ont pas le même système social que nous. Nous, aujourd'hui, ce qui fait que nous arrivons à tenir dans notre consommation, malgré l'inflation, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mécanismes de redistribution. On l'a souvent rappelé ici, si on regardait la distribution des revenus telle qu'elle est comme ça, le taux d'enfants vivant dans des familles pauvres, il est à peu près de 24%. Après redistribution, il redescend à peu près à 7%. Donc ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que la redistribution permet plus d'égalité et soutient ceux qui n'ont pas suffisamment de revenus, ce qui sert la consommation et donc l'économie in fine.